Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu des arbres fruitiers et puis surtout de leur taille de rajeunissement, qu'on appelle la taille de rajeunissement. Donc ce matin, bon à partir de maintenant, il est peut-être à fait 9h30, de maintenant jusqu'à ce qu'on a fini, hein, après les questions, avec une pause, on va parler donc de l'arbre fruitier. Donc je ne vais pas juste vous parler de comment on taille l'arbre, quoi. Je vais essayer de vous parler un petit peu de comment fonctionne l'arbre fruitier pour histoire que vous ayez quand même une connaissance de pourquoi on va venir tailler l'arbre ou pas d'ailleurs. Donc la connaissance de l'arbre fruitier, après on va voir pourquoi on rajeunit un arbre du coup. Mais ça va couler de source en fait quasiment. Comment peut-on le tailler? Alors au début j'avais mis sur cette phrase là comment bien tailler. Mais après je me suis mis à la place de l'arbre. Je me suis dit comment on pourrait bien me tailler les bras, les jambes. Donc bah ouais, quand tu te mets à la place de l'arbre, être taillé, je suis pas sûr que ce soit très plaisant. À part les ongles et... À la limite. Qui d'ailleurs des fois fait du bien. Surtout sur les grosses périodes de changement, c'est une taille la tête direct au on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. Et puis un petit suivi après taille, donc savoir un petit peu, une fois qu'on a taillé un arbre, qu'est-ce qu'il faut observer, qu'est-ce qu'il faut, sur quoi faire un petit peu attention pour éviter de le rendre malade ou de l'affaiblir plus qu'on a voulu le rajeunir. Donc après on va manger, on va faire la vaisselle, tout ça partagé. Et après cet après-midi pratique, on aura un petit peu de pluie, ça devrait aller ou pas, ça a le temps de changer. Donc dans le verger qu'on a, il y a pas mal de vieux arbres qui ont été abandonnés en plus pendant un petit moment, au moins une dizaine d'années. Et avant d'être abandonnés, ils n'ont pas spécialement été taillés. Enfin, même je ne pense pas qu'ils aient été taillés. Donc ils ont poussé comme ils ont pu. Et il y a pas mal de choses qu'on peut faire dessus. Donc on va déjà sélectionner les arbres. Donc avec ce que je vais vous expliquer, j'espère que vous serez en mesure de repérer facilement un arbre qui a besoin d'être rajeuni. Ça va se faire facilement. Et puis après, du coup, on va faire des exercices de sélection des coupes et puis on va y aller, quoi. On va utiliser les outils que je vais vous présenter aussi. Et puis en parallèle, avec les coupes, on va fabriquer une haie binge, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais comment on prononce du coup? On peut dire ça aussi. Donc je vous expliquerai le principe tout à l'heure rapidement, mais en fait voilà, c'est une haie qui est très sympa à faire et puis comme on aura plein de branches sous la main, hop, on va utiliser la ressource immédiatement et elle va servir à ça. Est-ce que vous avez des questions avant de commencer? La haie binge, ça vient d'où? Aucune idée. D'accord. C'est un allemand. C'est un allemand? Du coup, le J ne doit pas se prononcer là. Là peut-être. Ouais. Comment ça se prononce là? Je ne l'ai pas entendu prononcer dans les vidéos ou dans les lectures, je ne l'ai pas entendu prononcer. Donc, Ouais. Oui. mais en tout cas, c'est assez simple. C'est une haie qu'on fabrique avec. On plante des poteaux de bois sur 2 lignes espacées de 30 cm à 1 mètre, suivant la taille de la haie qu'on veut faire. On les espace assez rapprochés et après on vient mettre du bois mort au milieu. On remplit, on entasse. Et c'est censé prendre racine de rameaux coupantes? Non, c'est du bois mort. Tu les poses. En fait, ils vont se transformer au fur et à mesure en humus, en terreau au fur et à mesure d'année en année. Et puis surtout, les oiseaux vont venir dedans, les animaux vont venir dedans, les insectes vont venir dedans. Et les oiseaux vont venir dedans, vont faire leur petit caca dedans avec des graines dans le caca. Et puis ça va faire pousser des plantes dedans. Voilà, entre autres. Les hérissons. Les hérissons, et puis dans tout un tas d'autres animaux. L'arbre fruitier. Alors le dessin, est-ce que vous voyez bien? Le dessin, c'est un dessin tiré de
Permaculture 1 de Bill Mollison. C'est un livre de base des fondateurs du mot permaculture. Bill Mollison et Peter Holmgren. Et en fait, il a un peu symbolisé les différents étages de la forêt, des plantes. Donc on a, en fait, pour bien comprendre comment l'arbre fruitier arrive, je vais vous expliquer un petit peu un développement d'un écosystème à partir de la roche. Donc à partir de la roche, comment on peut imaginer un jour qu'il puisse y avoir une forêt? Pourtant c'est le cas à peu près partout. À la base il y avait de la roche. Donc je vais faire un résumé, je ne connais pas en plus tous les détails, mais au départ, sur les roches viennent s'installer des mousses, des lichens. Donc ça, c'est les premières plantes qui arrivent à s'installer sur la roche quand il y a zéro terre, zéro humus, zéro argile. Ces mousses et ces lichens, ils arrivent à s'accrocher, ils arrivent à vivre, à se développer, et ils créent un petit début d'humus de ce terreau qui va permettre l'arrivée des premières herbes, premières graminées. Qu'on trouve les plus classiques dans les prairies, et surtout des plantes annuelles. Donc ces plantes vont pouvoir s'agripper à ces petits bouts de lichen et d'humus créés par les lichens et les mousses surtout. Et en fait, ils ont le pouvoir, ces plantes-là, ces graminées, de produire beaucoup de matière organique. Ça veut dire qu'elles-mêmes vont pouvoir démarrer et s'étendre fortement dès lors qu'elles s'installent. En fait, elles créent leur terreau, leur terre, très rapidement. Donc ces plantes annuelles, une fois qu'elles ont bien poussé, d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi dans le verger où on sera tout à l'heure, sous l'herbe, j'ai trouvé de la moquette. Cette semaine j'étais chez Pascal pour tailler des arbres aussi. Chez lui, sous l'herbe, il y avait des bâches. Donc en fait, il suffit d'un tout petit peu de terre ou d'une petite crotte d'oiseau, l'herbe s'installe dedans et en quelques années elle s'étend de manière assez extraordinaire. Donc ça c'est des plantes annuelles souvent. Elles commencent un cycle et elles meurent rapidement justement pour créer cet humus, ce carbone à ramener dans le sol. Et elles commencent à créer un sol. Et puis après elles viennent des bisannuelles déjà, pour commencer. Des bisannuelles qui ont un cycle de vie un peu plus long, qui produisent un peu plus de fleurs et qui commencent à attirer un peu plus d'insectes. Ces bisannuelles vont devenir, il va y avoir également des vivaces, tout ça c'est en parallèle, ça continue de pousser en parallèle. Donc il y a les vivaces après qui vont arriver. Et les vivaces, alors par exemple en vivace assez connue, on va avoir des consoudes, des ronces, même des choses comme ça. Alors des consoudes, une consoude par exemple, c'est quelque chose qui a besoin de pas mal de terre. Donc elle ne s'installe que quand les herbes ont fait leur travail de créer de l'humus. Et puis elle vient, les chardons, tous ceux qui ont des belles racines, les rumex, qu'on aime bien. Tout cela sont ce qu'on appelle des accumulateurs dynamiques, entre autres. Il y a plein d'autres genres. Donc des accumulateurs dynamiques, ils vont rapporter d'autres minéraux. Et puis avec leurs grosses racines pivots qu'ils ont souvent, ils vont pouvoir commencer à attaquer un peu plus sérieusement la roche qui est en dessous. Et les racines des plantes ont la particularité d'avoir des espèces d'acides qui sont capables d'attaquer les roches et de les transformer en argile au fur et à mesure. Et puis être capable de prendre les minéraux de la roche pour les remonter tout en haut aux plantes qui vont en avoir besoin. Il y a plein de minéraux. Et les éléments principaux qu'elles vont remonter pour continuer ce cycle, c'est l'azote, le phosphore et la potasse notamment, qui sont les plus connus. Les fameux NPK qu'on met sur les cultures pour les engraisser. Mais également tout un tas d'autres oligo-éléments et de choses que les plantes ont besoin. Quand ces vivaces ont commencé à bien travailler, elles travaillent également le sol. Donc elles commencent à le décompacter, à le remuer, à faire de la place pour les petites bébêtes qu'il y a dans le sol et tout ça. Et puis on commence à voir aussi des champignons qui arrivent. Les premiers champignons arrivent.
Au début, dans les prairies, en fait, on a un sol qui travaille essentiellement de manière microbienne. Donc on a 75% de microbes, 25% de champignons à peu près. Parce que les plantes annuelles, d'ailleurs dans notre potager, nous on travaille essentiellement en symbiose microbienne. Si on veut que nos légumes poussent bien, ils ont besoin de ça. Ça veut dire que quand on met un purin d'ortie ou quand on met des fougères et tout ça qui sont transformés, c'est les microbes qui les transforment en nitrate ou en phosphate que les plantes peuvent assimiler. Après, donc, c'est vivace. Donc, on a un deuxième étage de vivace et c'est ce qu'on appelle les petits arbustes ou aussi les plantes grimpantes ou des choses comme ça qui viennent un petit peu tout en parallèle. Les ronces, par exemple, font partie de ça. Les ronces, bon, on les aime pas trop souvent parce que ça pousse beaucoup, il faut les couper, ça nous embête un petit peu, quoi. Les ronces, en fait, viennent avec leurs racines, là, elles avancent inexorablement sur les prairies. Et puis, ben, elles viennent bourrer le sol avec plein d'hormones de croissance. Toutes leurs racines, là, on peut faire, en fait, avec des boutures de saule, comme on peut faire avec des boutures de ronces, de la solution hormonée pour faire des boutures. Donc, les ronces ont cette particularité, et puis les saules, d'ailleurs, sont du même genre, à venir dans le sol, et puis ils balancent partout des petites hormones. Et elle crée également un abri pour un deuxième type de faune qu'on ne retrouve plus trop dans la prairie, mais qui justement qui commence à se diversifier. On commence à avoir des premiers oiseaux, des choses comme ça, qui viennent se cacher dans les ronces, et puis tout un tas de petits mammifères, comme les hérissons qui aiment bien ces endroits-là aussi, ou les lapins, ou des choses comme ça. Et puis c'est là qu'on voit également les premiers arbres qui commencent à pousser justement. Les oiseaux sont arrivés avec leurs petites crottes pleines de graines, ou les rongeurs avec leurs petites réserves de glands et de châtaignes qu'ils trimballent avec eux pour faire leurs provisions d'hiver. Et ils viennent se cacher au milieu des ronces, et puis c'est là qu'on voit apparaître des chênes, des merisiers, des charmes, des hêtres au milieu des ronces. Et c'est là qu'apparaissent également nos premiers arbres fruitiers. Parce que l'arbre fruitier, en fait, il a cette particularité de produire des fruits qui sont très goûteux pour les animaux. Et c'est justement la base de son mode de reproduction, c'est de produire des fruits pour pouvoir faire transporter ces graines d'une manière ou d'une autre. Donc les sangliers vont manger des pommes ou des glands, par exemple, ils vont transporter tout ça un peu partout. Les écureuils vont faire leur stock de noisettes et de châtaignes peut-être. Et puis les oiseaux vont venir manger également des prunelles de pruneliers ou des fruits de sureau ou des choses comme ça, des mûres. Et ils vont propager ces fruits-là, et comme leur première zone d'accueil, de protection est dans les ronces notamment, on voit apparaître les premiers arbres là-dedans. Puis en plus ça tombe bien parce que les arbres quand ils poussent, ils sont protégés par les ronces. Donc les chevreuils ne peuvent pas venir se frotter les cornes dessus, donc ils sont un peu plus protégés. Les chèvres qu'on met pour débroussailler, elles mettent un peu de temps avant d'y arriver. Et les arbres ont un terrain pour pousser là-dedans. Une fois que les arbustes ont pris le pas sur les ronces, enfin ils le font en parallèle, donc on a beaucoup d'arbustes à ce stade-là du développement écosystémique. On a beaucoup d'arbustes fixateurs d'azote. Donc les ajoncs, les genêts, qu'on a particulièrement en Bretagne, et puis les saules, les aulnes, les choses comme ça, sont des arbustes fixateurs d'azote. Les saules aussi ? Deuxième particularité de cet étage de végétation, c'est qu'il meurt rapidement. Il meurt rapidement et en fait, ils poussent aussi rapidement et ils meurent rapidement. Et leur fonction par rapport à ça, c'est de produire du bois. Produire du terreau, nourrir les champignons qui commencent à y avoir dans le sol. Nourrir les champignons. Donc, par toute une chaîne alimentaire, mais les petites bébêtes qui commencent à décomposer une certaine partie de la cellulose que le sol peut faire. Et puis après, la lignine, il n'y a que les champignons qui peuvent la décomposer. Les champignons se nourrissent de ça et créent l'humus qui est dans la terre. Et puis après, il y a les vers de terre qui sont là et puis qui brassent
l'argile qui est au fond, que les racines vont de plus en plus créer, avec l'humus qui est en surface, et ils mélangent les deux. C'est leur boulot, vers de terre. Ils mélangent les deux, ils ont cette capacité, les vers de terre, c'est qu'ils mangent un peu d'argile, ils mangent un peu de terre, ils ont quelque chose dans l'estomac, là, une glande spéciale qui permet de lier les deux, parce que le caillou et le bois ne se lient pas de base, le bois décomposé. Donc eux, ils ont cette capacité de lier les deux et de créer la terre, qu'on appelle la terre, qui s'appelle plus scientifiquement le complexe argilo-humique, ou CAH, si vous en entendez parler aussi. Donc sans les vers de terre, c'est pareil, on n'a pas tout ça. Voir Claude Bourguignon, entre autres. Quand ces arbres-là, et dont les arbres fruitiers font partie, les arbres fruitiers en fait font partie des premiers étages de végétation et on les trouve essentiellement en lisière de forêt. Les forêts actuelles, il n'y a pas beaucoup de fruitiers à l'intérieur, parce qu'on les trouve essentiellement en lisière. En fait, ils servent à l'avancée de la forêt dans toute cette lisière. Et c'est dans cette lisière qu'il y a le plus de biodiversité également. En permaculture, on essaye de favoriser ces effets de lisière au maximum. C'est-à-dire que si on veut faire une forêt, au lieu de la faire carrée ou ronde, on essaye de la faire dans tous les sens, avec différentes clairières, des trucs comme ça, tant qu'à faire. Pour favoriser la biodiversité. Donc ces arbres, ils meurent. Ils ont un cycle de vie en général entre 10, 20 ans à une centaine d'années, pas plus. Donc là, on a tous les arbres qui poussent vite et qui meurent vite. Donc les fruitiers en font partie. Tous les arbres fruitiers font partie de ceux-là. Ils ont globalement une durée de vie, quand on les laisse à l'état naturel, d'une cinquantaine d'années. Et donc ils laissent la place après aux grands arbres. Et on va atteindre ce qu'on appelle un horizon climatique, un climax. Un climax, ça veut dire un état où la végétation est stable. Elle n'évolue plus vraiment. Et le climax qu'on a ici en Bretagne, c'est chênaies, hêtraies, charmes, en gros. C'est du chêne, du hêtre et du charme, c'est ce qu'il y a le plus. Mais on a d'autres climax dans d'autres régions du monde qui sont complètement différents. Tout ce processus, en fait, est uniquement voué à créer de la forêt. C'est le seul but de la nature, c'est créer des forêts. Partout sur la planète. Enfin, en tout cas, chez nous. Et l'arbre fruitier n'est qu'un représentant intermédiaire qui permet d'attirer plein d'oiseaux, plein de bébêtes pour se multiplier à fond, pour créer de l'humus, créer du bois, développer les champignons que les grands arbres ont besoin pour prospérer au stade de climax forêt. Donc Stefan Sobkowiak, dans ses vidéos notamment, il explique aux gens qui veulent faire de l'arboriculture fruitière, il leur dit, est-ce que vous voulez un arbre ou est-ce que vous voulez un fruitier? L'arbre, il pousse comme ça. Il va chercher la lumière, il étend ses feuilles au maximum, il pousse comme ça. Et quand il pousse comme ça, l'arbre fruitier, il ne produit pas de pommes, il ne produit pas de poires. Pas au début, lui. Il pousse, il fait des branches, il fait du bois. Et quand il commence à faire comme ça, là c'est qu'il produit du fruit. Là il a les branches en bas. C'est pour ça que Stéphane dit vous voulez un arbre, vous voulez un fruitier. Donc le principe, en fait l'arbre, au début il forme sa structure, il pousse, il grandit. Et puis, au fur et à mesure, au bout des branches, il va quand même y avoir des premières fleurs et des premiers fruits qui vont apparaître. Et qui vont commencer d'année en année, le poids des branches faisant aussi, comme elles grandissent, il croule sous le poids des âges. Et les branches vont baisser. Et plus les branches vont baisser, plus il va y avoir de fruits au bout. Plus il va y avoir de fruits, plus elles vont baisser. La sève qui monte dans les feuilles, la sève brute, elle monte dans les feuilles, et quand elle redescend, elle est sucrée, elle est chargée en plein de bonnes choses, et elle redescend. Et si elle peut redescendre dans des branches, hop, elle va aller dans des bourgeons,
et elle va ce qu'on appelle générer une induction florale. C'est-à-dire que cette sève va dire au bourgeon qui est dans la branche, transforme-toi en fruit l'année prochaine. Transforme-toi en fleur l'année. Induction florale. Donc ce qui fait que un arbre qui aurait besoin d'être rajeuni n'a pas ses branches en l'air. Il a ses branches vers en bas. Parce que plus il vieillit, plus il a besoin de se multiplier, plus il fait de fruits, et plus ses branches descendent au sol pour être facilement ramassées en plus par les animaux ou par les gens. Et il va produire ses fruits comme ça. Donc ça fait partie également des manières de former un arbre pour le mettre à fruit sans avoir recours à la taille. Ce qu'on appelle l'arcure des branches. Et l'arbre, quand il grandit, donc là on est sur un arbre qui a un tronc principal, ce qu'on appelle un solax. En fait, il monte, et puis au bout d'un moment, tout en haut, sur le rameau apical, celui qui est tout en haut, à un moment donné, il va y avoir une fleur. Parce qu'il a assez grandi l'arbre, et puis bon, là, c'est bon, j'ai assez grandi. Hop, une fleur, un premier fruit, et comme c'est toute une branche toute fine, ça fait ça. Et là, l'arbre, en fait, il est en âge de dire, ok, j'arrête de pousser de trop, maintenant je fais des fruits. C'est lui qui dit, en haut, c'est le chef d'orchestre. Donc tout en haut, il a sa pomme, ou sa poire, ou sa grappe de cerise, et il dit à tout le reste de l'arbre, c'est bon, hop, je suis assez grand, on y va, on commence à faire des fruits. Et surtout, arrêtez de faire du bois. Qu'est-ce qu'il dit qui grandit quelque part Ben là, après, c'est dans sa génétique. C'est dans sa génétique, déjà. Et puis, en fonction du porte-greffe. Et du sol aussi, forcément. Ouais. En fait, à un moment donné, physiologiquement, je ne saurais pas l'expliquer. Mais physiologiquement, l'arbre, il sait que voilà, il ne peut plus trop pousser. Il en est arrivé là. Et Après, tu vas faire une mise à fruit précoce. Même si c'est pas optimal. Les jeunes arbres, c'est pas possible. Ah oui, mais de toute façon, les arbres, à partir de leur deuxième année, ils peuvent avoir des fruits, de toute façon. Faut juste alors c'est là justement qu'on va voir que, en fait, du coup, l'arbre là, il arrive à un stade extrême, c'est qu'il ne produit plus que du fruit au bout d'un moment. Plus il est vieux, plus il produit du fruit. Enfin, c'est pas forcément qu'il produit plus de fruits, c'est qu'en proportion du bois qu'il fait, il y a beaucoup plus de fruits que de bois. Et c'est ça qui doit vous alerter en fait quand vous avez un arbre devant vous à peut-être rajeunir ou juste tailler entre guillemets. C'est de voir la quantité de bois par rapport aux fruits qu'il a fait. S'il y a du bois en bonne proportion, ça veut dire que l'arbre il est toujours bien vigoureux. Si en revanche déjà on voit que sa silhouette elle est complètement et puis qu'il n'y a pas beaucoup de petites branches qui percent pour chercher à continuer à monter, là ça doit vous alerter de... Voilà, ça c'est un arbre qui est en train de vieillir, qui est sur sa fin de vie, il va peut-être lui rester 10 ans à vivre et au fur et à mesure il va mourir. Donc ça sera à nous de faire le choix de le tailler ou pas. En général, toutes les branches et les bourgeons sont à fruits. Il y a peu ou pas de jeunes bois, beaucoup de vieux bois. Donc ça, le vieux bois, on le reconnaît en général parce qu'il n'y a plus de bourgeons carrément du tout dessus. Et sur les vieux arbres qui n'ont jamais été entretenus, c'est flagrant. Quand on commence à tailler, à repérer les branches, ça part vite. Cette semaine, j'étais chez Pascal, on a taillé plein d'arbres, mais entre autres un gros. Et donc on a commencé à tailler les branches qui étaient mortes en bas, et puis moi j'ai grimpé dans l'arbre, et puis j'ai commencé à attendre, c'est mort. Puis après je suis descendu de l'arbre. Il y a plus grand chose dans l'arbre. Je pense qu'il était grand temps de me tailler. Et je pense qu'il va repartir sans problème. Là tiens, j'y reviens justement. En fait, le vieillissement de l'arbre, ça crée un déséquilibre carbone-azote. Donc en fait, plus l'arbre vieillit, plus il produit de fruits et moins il produit de bois. Et c'est ce déséquilibre, parce qu'en fait, un arbre,
Souvent on entend les pommiers, ils alternent. Une année ils ont des fruits, une année ils en ont pas. En fait c'est normal pour la survie de l'arbre, c'est qu'une année il fait du fruit, beaucoup de fruits souvent, c'est pour ça qu'il est alternant, et l'année d'après il fait du bois pour compenser. Et un arbre qui est plus équilibré va faire les deux dans la même année, il va faire moins de fruits, mais il va faire du bois aussi. Et en fait on peut les aider si on veut quelque part à ralentir cette alternance. Parce que l'année où ils font des fruits, ben, ça les fatigue bien quand même. Donc ça crée un déséquilibre carbone-azote avec l'avantage du carbone. Et ce carbone, ben, il ralentit le flux de la sève. Donc la sève, elle a besoin de circuler dans les jeunes rameaux, dans tous les sens, pour que l'arbre pousse, soit vigoureux. Donc tous les faisceaux durcissent, qu'on appelle l'artériosclérose. Mais c'est exactement pareil. On est très proche de l'arbre en fait. Nous, on se régénère pas. Nous, on ne se régénère pas encore quand on nous coupe les membres. Mais c'est arbre vert. Et les enlever. Donc les extrémités s'épuisent, car mal irriguées, c'est là qu'on les voit dessécher. Et du coup, la sève a tendance à rester en bas de l'arbre. Qu'est-ce que ça génère? Ça fait apparaître des rejets. Donc c'est là qu'on a plein de petites branches qui poussent au pied de l'arbre, voire des nouveaux petits arbres. Les pruniers, c'est classique. Il y a un prunier qui a besoin de reprendre quelque part. Il va faire énormément de rejets qui vont se transformer en petits pruniers au fur et à mesure. Et on trouve des pépinières de pruniers assez souvent, quoi. Qui ne sont pas issus de noyaux, hein, qui sont issus vraiment des racines. Souvent. Et puis l'arbre il va faire des gourmands. Les gourmands c'est des branches hyper vigoureuses qui partent souvent en plein milieu, très très fortement. Et ça c'est ce qui apparaît quand un arbre justement il est en fin de vie et puis qu'il essaye de se relancer. Ce que j'ai cru comprendre quand même c'est que le gourmand a tendance, il faut faire attention, c'est que ça peut avoir tendance à accélérer la mort de l'arbre parce que ça va lui tirer tellement d'énergie qu'en fait c'est un sursaut presque de relancer un peu son rythme cardiaque. Et ça peut avoir tendance à au contraire accélérer sa mort. Donc quand on va tailler, il faudra surveiller ces gourmands justement, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Il y en a certains, ils ne vont pas être trop vigoureux, donc on va pouvoir s'en servir pour restructurer l'arbre. Par contre, il ne faudra pas qu'il y en ait trop. Et surtout, un gourmand qui pousse un pommier par exemple, ça peut pousser, une branche peut faire 2 mètres dans l'année. Ça peut pousser de 2 mètres, gros comme ça. Donc c'est vraiment vigoureux, quoi. Et puis l'année d'après, on est pareil. Donc quand l'arbre il ne reste plus grand chose de son tronc et que il y a ça qui part, il faut faire attention. Donc pourquoi on va rajeunir l'arbre du coup? Comme je vous l'ai expliqué, l'arbre de toute façon fruitier, il est voué à mourir assez rapidement. Si on le rajeunit, on va pouvoir avoir des arbres fruitiers qui ont 200-300 ans. C'est pour ça qu'on est capable d'observer, de cueillir toujours des fruits sur des très très vieux pommiers dans des conservatoires ou dans des enceintes de châteaux, des choses comme ça, où il y a des vieux vergers. Et dans ces vergers-là, on trouve des arbres vraiment très très vieux, quoi. Parce que le fait de l'avoir, nous, aidé à rajeunir avant qu'il soit trop faible pour le faire de lui-même, en fait relance son activité et lui permet de vivre plus longtemps. Donc, pour le rajeunir, c'est assez simple au final, c'est que on va l'aider à renouveler sa structure en supprimant donc toutes les structures bloquées ou mortes. Donc c'est toutes les branches qui sont mortes ou qui produisent presque plus rien, des bourgeons, des choses comme ça. Parce que forcément comme il est en fin de vie, souvent il génère donc ces branches jeunes au milieu, ces gourmands plus ou moins vigoureux. Donc on va les favoriser d'une certaine manière. Et on peut aller jusqu'à rabattre l'arbre, ou ce qu'on appelle aussi presque recéper. Il y a différents stades dans le rajeunissement, ça peut être jusqu'à couper le bas de l'arbre, quoi. Donc là, c'est le risque, c'est que tous les arbres fruitiers ne le supportent pas bien, du moins le supportent différemment selon les espèces. Un pommier peut être coupé à ras,
quasiment, et il repart. Il peut mourir aussi. Mais ouais, il peut être resété. Ils font plein de petites branches. Tu peux recréer un arbre à partir de ça. Alors, la seule chose à faire attention quand on fait ça, c'est si c'est un arbre greffé. Parce que du coup, il faut couper au-dessus du point de greffe si on veut garder la variété. Le point de greffe sur un vieil arbre, c'est pas toujours facile à voir, mais en général, ça fait un bourrelet. Il y a toujours un endroit où tu as un petit bourrelet s'il est greffé. Et c'est le point, entre guillemets, à ne pas dépasser si tu veux que ta variété soit conservée. Plus couramment, les arbres, on va surtout leur couper les principales charpentières à 50-60 cm du tronc. Si on coupe vraiment ces charpentières, donc les charpentières, c'est les premières branches qui sont attachées au tronc. Si on coupe ces charpentières en laissant quand même une certaine longueur, ce qu'on appelle donc, du coup la taille de rénovation, l'arbre repart à partir de ces charpentières en ayant déjà une structure. Et ça marche assez bien. Ouais, tu les laisses longues de 50-60 cm. Donc ça permet de renouveler pas mal l'arbre. Alors, c'est difficile à savoir entre tout ça jusqu'à où on s'arrête, jusqu'à où on peut aller. Mais globalement, ce que j'ai réussi à comprendre de tout ce que j'ai lu à droite à gauche, c'est qu'il faut éviter de couper plus d'un tiers de l'arbre. Quand on veut renouveler un arbre entièrement, il faut le faire sur plusieurs années. Donc la proportion, c'est de couper à peu près 30%, un tiers de l'arbre. Donc si par exemple on a un arbre avec 3 grosses charpentières ou 3 troncs, on n'en coupe qu'un par an, quoi. En proportion du volume de l'arbre, on coupe qu'un tiers. Ça c'est pour éviter de trop l'affaiblir d'un coup. Et alors les pommiers, les poiriers le supportent plus, donc ça va varier en fonction des espèces. Mais un cerisier par exemple, il supporte très très mal la taille. Un tiers, c'est en volume. En volume, ouais. En volume de branches. De branches, sans le compter les troncs. Bah en comptant les troncs aussi, en volume de bois. Quoi. En volume de bois. Ouais. Donc du coup, moi par précaution, je préfère éviter de couper plus d'un tiers et je me dis, bah, je vais faire ça en 3-4 ans. Comme ça laisse le temps à l'arbre de reprendre tranquillement sur le côté qui a été coupé. Et puis après, on vient sur les autres parties. Et puis si entre-temps, il n'y a pas trop poussé, hop, c'est pas grave, on a attendu une année, on coupe pas trop. Et... En attendant, on peut de toute façon... En fait, tout dépend de l'observation de l'arbre qu'on a au départ. S'il est vraiment très très vieux et qu'il lui reste vraiment pas longtemps à faire, bah là, il faut tenter le tout pour le tout, il faut y aller presque d'un coup, et là, on tente le recépage. S'il est bien vieillissant, mais bon, ça va, il a encore un petit peu de vigueur, là, on va tenter plutôt le 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers pour essayer de le maintenir en forme encore un bon moment encore. Et quand on voit qu'un arbre a encore pas mal de vigueur, on peut justement anticiper ça sans avoir besoin de tailler les grandes structures. On va venir sur les structures secondaires, faire déjà tout ce nettoyage, ce ménage dans les branches mortes, dans les branches qui... je vais vous expliquer après de toute façon quelles branches on taille en général, et qu'on appelle tout simplement la taille d'entretien après. Après on est plus sur une taille d'entretien qui est beaucoup moins drastique. Pommier poirier, vous pouvez aller jusqu'à 30% facile, même 50%. Les cerisiers, il faut presque rien tirer, parce qu'ils n'aiment vraiment pas ça. Les pruniers, ils supportent assez bien, donc le 30% est valable. Mais ouais, le cerisier, en fait, quand il est coupé, produit une espèce de gomme qui sort des plaies, là, on en voit souvent sur les pêchers, ou les cerisiers, les abricotiers, les choses comme ça. Les fruitiers à noyaux, on voit souvent de la gomme comme ça qui sort. Et en général, c'est pas trop bon signe. Alors, du coup, on taille quand? En fait, il y a différentes tailles. Et donc, alors là, c'est pareil, il y a un petit peu de tout.
Il y a ceux qui disent l'un, ceux qui disent l'autre, et puis qui ne donnent pas toutes les explications de pourquoi, pour qui, pourquoi. Globalement, de toute façon, la période de taille influe sur la vigueur que tu veux donner à l'arbre. Une taille maintenant, juste avant que l'arbre commence à démarrer, va donner beaucoup de vigueur à l'arbre. C'est-à-dire que toute la force est dans les racines, prête à partir dans les branches. Donc l'arbre, tu le tailles maintenant, il a toute cette énergie qu'il est en train d'envoyer en haut, et l'énergie, il faut qu'elle aille quelque part. Bah, enfin, après, il le fait à sa manière, il sait comment faire après. Mais... Donc là, il lâche tout, et c'est là que si tu as beaucoup coupé, bah, c'est là qu'il va faire des gros drageons, il faut que l'énergie soit convertie. Donc c'est pour ça que quand on taille là maintenant à cette époque-ci une taille de rajeunissement, on va éviter de trop couper justement, et les 30% de tout à l'heure pourront devenir plus qu'un 20% ou un 15%. Après c'est en fonction de chacun de ses observations. Ça peut plus ou moins générer des gros gourmands à ce moment-là. Parce que justement l'arbre est plein de vigueur, il a besoin de la convertir et la transformer en bois. Donc à contrario, si on fait une taille d'été, l'arbre il est bien en fleurs, bien en feuilles, pardon, et en fruits, et là on vient tailler, en août, facilement en juillet-août. Oui, comme ah bah si, il y a des fruits dedans, ils ne sont pas forcément mûrs, mais bah, en juillet il y a des pommes, les premières pommes en juillet. Bon, pas trop ici, mais... Ici, on a des prunes ou des cerises, en tout cas. Donc, quand on coupe en été, en fait, ça fait l'effet complètement inverse, c'est que toute l'énergie est dans les branches. Donc là, on coupe des branches, on supprime l'énergie, donc pendant l'hiver, elle ne revient pas dans les racines. Il y a même une partie des racines qui vont de ce fait mourir pour équilibrer le haut et le bas. Et elles vont avoir tout l'hiver pour le faire, tranquillement. Et quand l'arbre va repartir, il va avoir moins de vigueur, mais il est équilibré. Donc, il va repartir avec cette vigueur-là. Et du coup, il va y avoir beaucoup moins de drageons, mais du coup, on a également rabaissé la vigueur de l'arbre. Donc la taille d'été se pratique notamment quand on a planté des arbres trop serrés, et puis qui commencent à prendre trop de place, entre guillemets. Enfin, on dit trop de place, tout est relatif. Mais quand ils prennent leur place, c'est que le copain d'à côté veut aussi prendre sa place, et du coup... Si on veut quand même garder les deux arbres, il vaut mieux à ce moment-là pratiquer des tailles d'été pour limiter leur vigueur. Et la taille de rajeunissement fait partie de ça. Elle peut se pratiquer, alors à se pratiquer un petit peu après quand même, il vaut mieux attendre que les feuilles soient tombées. Ça c'est globalement ce que j'ai réussi à bien comprendre, c'est qu'à partir de novembre, en général c'est l'époque où il n'y a plus de feuilles, on la pratique du coup à partir de novembre. Plus on la pratique tôt, plus on abaisse la vigueur de l'arbre. Et plus on la pratique tard, comme à cette époque-ci, en mi-février, plus l'arbre aura de vigueur et derrière pour faire du bois. Donc là, c'est vraiment en fonction des arbres que vous allez tailler. Moi, il y a certains arbres que je veux qu'ils repartent, qu'ils repoussent fort. Je le fais maintenant. Donc voilà, comme je l'ai marqué là, s'il y a beaucoup à rajeunir, on peut le faire un peu avant août, enfin on le fait en août, pardon, et ça limite encore plus les repousses. C'est préférable de tailler en lune descendante. La lune descendante parce que l'énergie, même quand l'arbre il est en feuille, l'énergie est dans les racines à ce moment-là, en lune descendante. Le flux, en tout cas, est dans les racines, donc c'est conseillé de tailler en lune descendante. Donc on est en lune descendante depuis 2 jours. C'est pour ça que j'ai choisi cette date. Et si possible, un jour sans pluie. Ça, c'est par rapport aux plaies, aux coupes. Le gel n'est pas gênant. Enfin, j'ai rien lu sur les méfaits du gel par rapport aux coupes. Les coupes sur le bois, c'est surtout toutes les formes de champignons. Et l'humidité favorise les champignons. Et l'avantage du froid, c'est qu'il ralentit leur croissance. J'ai pratiqué des coupes déjà l'an dernier, il n'y a
plus juste après, j'ai pas vu de soucis particuliers. Mais il faut surveiller, quoi. Alors, l'important quand on taille, du coup, maintenant, c'est de quoi tailler. Et avant d'en parler, on peut peut-être faire une pause, si ça vous dit.